la Roche Guérie, un magnifique chaos granitique qui permet d'avoir une vue panoramique sur un petit massif montagneux, les monts d'Ambazac. Le point de départ idéal pour vous inviter à partir à la découverte de quelques joyaux souvent méconnus du Limousin. Au programme, aujourd'hui, le magnifique château de Chalucé, un ensemble fortifié à l'histoire étonnante qu'on peut découvrir notamment grâce à la réalité augmentée. Puis nous partirons en randonnée dans ce territoire des monts d'Ambazac où les témoignages de l'activité humaine sont aussi nombreux que surprenants. Enfin, nous nous rendrons à Nexon, une petite commune rurale qui est devenue en 30 ans l'un des hauts lieux du cirque en France. Cap sur la Haute-Vienne, sur la piste au trésor. Nous commençons nos escapades limousines dans l'une des fortifications les plus importantes de Nouvelle-Aquitaine. À 10 km au sud de Limoges, sur une échine rocheuse en surplomb de 2 cours d'eau, le château de Chalucé apparaît comme par magie au milieu de la forêt. J'ai l'impression, François, d'être un explorateur qui découvre au milieu de la végétation une bâtisse incroyable d'ailleurs. Chalucé, c'est un grand ensemble en fait. On est dans le château fort et nous sommes dans la partie la plus spectaculaire et la plus luxueuse de ce site. C'est quand même bien en ruine quand on regarde à travers la grille. Il reste 50% du château, mais on a une application qui nous permet d'avoir une réalité augmentée et la restitution totale. Je vais télécharger l'application. Voici, réalité augmentée. Je suis ici. Ah, ça apparaît, c'est génial. Alors là, je pars d'aujourd'hui, ce sont des ruines. Voilà. Je remonte le temps, Moyen-Âge. Ouais, dis donc, mais il y a des chevaliers partout, là. Il y a des chevaliers partout, et puis tu vois des éléments architecturaux qui ont disparu. Alors qu'est-ce qu'il y a là, par exemple, là au-dessus? La salle de l'assommoir, par exemple, qui permettait de jeter un caillou si quelqu'un avait pu arriver pour envahir le château. C'est assez dissuasif comme accueil. On est au Moyen-Âge. Parfois, on se dit une forteresse médiévale, c'est austère. On sent qu'il y a de l'argent de la part du seigneur qui a fait bâtir ce château. Alors, les fouilles ont révélé, parce qu'on s'appuie sur les témoignages des archéologues qu'on fouillait ici, c'est très luxueux pour cette partie du Moyen-Âge, voire même avant-gardiste, et on le doit donc au constructeur de ce château neuf qui s'appelle Géraud de Molmont. Il y a eu de multiples vies dans ce château, mais alors il y a un épisode au XIVe siècle assez étonnant. C'est qui les seigneurs qui occupent cet endroit? Ah, c'est pas des seigneurs, c'est des routiers, c'est des mercenaires qui travaillent à la solde des Anglais. Et le plus connu, son surnom était Perrault le Béarnais. Alors lui, il a commis des méfaits un peu partout. Les mentions disent qu'il a même été jusqu'à Montferrand rançonné, pillé. C'est incroyable parce qu'en fait, c'est des brigands qui tout d'un coup investissent le château et profitent de cet formidable outil de défense pour du coup échapper aux militaires qui pouvaient les pourchasser. Ah, tout à fait, surtout que les archéologues nous disent que Chalucé est réputé imprenable et finalement si les Anglais y viennent, c'est que les Français sont partis. Nous sommes dans le Bas-Chalucé, plus précisément le castrum. Alors d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement un castrum? C'est un village fortifié, ce n'est pas un château, où nous trouvons des gens nobles, des chevaliers,
Donc là, en fait, on est dans une maison, si je comprends bien. Là, on est dans une maison, nous avons des ruelles. Il n'a été fouillé qu'un sixième donc, de ce village depuis 1998. À l'endroit où nous sommes, il y avait 4 mètres de terre et des arbres. Ah ouais, carrément. Voilà, où est-ce que tu m'emmènes, là, François? On va dans les dépendances et dans les sous-sols. Quel endroit incroyable. C'est là que je prends la mesure de ce que devaient être les maisons en fait au-dessus, parce que c'est un sacré travail de maçonnerie. C'est des belles annexes. Alors, il y avait des maisons immenses dessus, bien évidemment. Là, on est dans ce qu'on appelle une cave semi-voûtée. Et puis, on voit, c'est toujours assez émouvant, on voit les traces du terrassement, du creusement de la cave par le système du burin et du marteau. On imagine tout d'un coup là, les hommes qui étaient ici et qui étaient en train de taper. C'est le genre d'endroit, quand ils sont aussi bien conservés, qui, là, réellement, il n'y a pas besoin de réalité augmentée. C'est-à-dire, on voyage tout seul dans le temps. Là, on voyage tout seul. La cave était aux 3/4 remplie par l'effondrement donc, des maisons du dessus. Et quand les archéologues ont fouillé, ça a permis, pour descendre au niveau d'occupation, ça a permis de retrouver tout ce qu'il y avait dans les étages, quoi. C'est un site qui a tout révélé ou il y a encore des fouilles prévues? Il semblerait qu'il y aurait 2 générations d'archéologues qui ont du travail ici. Oui, qui ont du travail ici parce qu'il y a quasiment 7 hectares d'emprise et il y aurait 6 hectares et demi d'emprise foncière. Donc ne serait-ce que pour retrouver tous les niveaux d'occupation, oui, il y a quand même beaucoup de travail. Nous arrivons au sommet de la tour Jeannette, un donjon carré qui date du XIIe siècle. Il faut comprendre qu'un tel édifice, c'est fait pour être vu de loin. On peut dire que c'est de la communication? C'est de la communication pour l'époque, oui. On va envoyer une image de force et de puissance. Alors, tu nous as dit plusieurs fois, Chalucé, c'est imprenable. Mais on le voit bien en état de ruine. Il y a une armée qui a fini par le vaincre, ce château? C'est une décision politique qui a été de faire partir les derniers occupants, qui étaient probablement des routiers. Les consuls de Limoges envoient des ouvriers pour le démanteler. À quelle époque? Et là, on est en 1594. Ça fait plus de 25 ans que tu es sur ce lieu. Je sens que tu as quand même un attachement très fort à cet endroit. Oui, bien sûr, oui. J'y suis venu enfant, je ne pensais pas y travailler un jour. Et... Ah ouais, c'est vrai, ta première rencontre, c'est gamin en visite? Oui. Très petit, je suis autochtone, je suis né juste à côté, donc forcément, je venais quand j'étais minot amuser à Chalucé, quoi. Si on te demande quel est le plus beau château de Nouvelle-Aquitaine, tu me réponds quoi? Forcément Chalucé. Nous partons maintenant dans un territoire à l'écart des grandes routes touristiques, à 30 minutes au nord-est de Limoges, les monts d'Ambazac. On peut y découvrir un trésor oublié de l'histoire de France. Nous voici dans le petit village de Saint-Sylvestre, où fut fondée au XIe siècle l'abbaye de Grandmont. Moins connue que Cluny en Bourgogne, mais tout aussi importante, Grandmont fut une abbaye mère à l'origine d'un ordre religieux. J'ai vraiment l'impression, Philippe, de voir un monde enseveli, mis au jour. Où est-ce qu'on est, là, physiquement? Alors, on est à la jonction entre le bâtiment occidental donc, du monastère médiéval et le bâtiment sud, là où il y avait le réfectoire des moines. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cet ordre monastique de Grandmont. On peut dire qu'il a connu un immense succès. Oui, bien sûr. Oui. D'autant plus qu'il a été soutenu par les rois d'Angleterre, notamment Henri II Plantagenet, Richard Cœur de Lion. Et c'est un ordre qui a compté environ 160 dépendances. Ah ouais. Principalement en France ou également à l'étranger? Surtout en France de l'Ouest, en France du Midi, un petit peu en Espagne et un petit peu en Angleterre. De très grands personnages se sont rendus physiquement ici, Aliénor d'Aquitaine, Henri II, roi d'Angleterre, Clément V, premier pape français en Avignon. C'est dire l'importance de cet endroit. Malgré tout, cette abbaye et cet ordre conservent beaucoup de mystères. Ah oui, encore une fois, parce qu'on a très peu de documents graphiques permettant de comprendre quel est vraiment l'agencement de ce monastère. C'est pour ça que des fouilles sont engagées depuis 2013.
Tous les étés, depuis plus de 20 ans, ce modeste village de la Haute-Vienne accueille l'un des plus importants chantiers de fouilles archéologiques médiévales de France. Salut Julie. Salut Eric. Explique-moi dans quelle partie du chantier nous nous trouvons. Alors nous nous trouvons dans le cimetière des moines de l'abbaye de Grandmont. Et c'était un endroit que vous avez fouillé immédiatement? Vous saviez qu'il existait ce cimetière? Alors il était attesté par des sources historiques. On a commencé à le fouiller en 2017. Donc c'est une grosse partie des fouilles. Et alors, les preuves de l'existence de ce cimetière, elles sont devant nous. Des ossements, des inhumations. On sait de quand ils datent ces squelettes? Pour les plus anciennes, 12e siècle, et pour les plus récentes, 14e, 15e siècle, donc fin du Moyen-Âge. Parfois, on fait des découvertes auxquelles on ne s'attend pas. Oui, c'est le cas notamment sur le site de Grandmont, puisque nous avons retrouvé, donc, dans les 113 sépultures qui ont été découvertes sur le site, presque une quarantaine de petites fioles en plomb. Que vous avez ici, Ça, avec c'est une du plomb. petite croix. Je peux le prendre? Oui, tout à fait. Il faut que tu fasses attention. C'est du plomb. Tu vas le c'est sentir tout de solide. suite, c'est très lourd. C'est lourd. Mais alors, ça signifie que ces objets, ces fioles, avaient été déposés avec les personnes qui étaient enterrées? Oui, elles étaient inhumées avec, donc sur le thorax. Hop. Vraiment, juste ici, positionnées de cette manière. Et on a eu la chance de retrouver un petit peu de liquide conservé à l'intérieur de ces fioles, donc qui ont pu être analysées. Et alors, c'était quoi? Eh bien, c'était de l'huile de noisette. Ah, ça paraît incroyable. Et on sait pourquoi? Alors, ça peut être tout simplement une ampoule de pèlerinage. L'utilisation de l'huile, particulièrement de noisette, a déjà été attestée sur d'autres sites. Toi qui es passionné d'histoire médiévale, c'est vraiment un endroit qui te tient à cœur, j'ai l'impression. Alors, énormément. Donc, tout d'abord parce que scientifiquement, c'est très intéressant, mais également parce que c'est ce qu'on appelle un chantier-école. C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent ici, eh bien, ce sont des bénévoles, ce sont des jeunes étudiants, donc de licence jusqu'au master. Et à la fois, on a des problématiques scientifiques qui sont très intéressantes, mais aussi on apporte quelque chose pédagogiquement. On apprend aux autres, on apprend aux futurs archéologues. Merci et bravo pour tout ce travail. Et puis bravo également pour la passion que tu as pour partager tout ce savoir. Enfin, merci à toi d'être venu. Belle rencontre, merci à toi. Merci. Ce petit massif montagneux de 40 km sur 15 ne se révèle pas au premier regard. Il faut prendre le temps, faire preuve de curiosité et choisir le bon guide, comme Annie Jacquemin. Elle crée et anime des randonnées commentées dans ce pays à la personnalité affirmée. Regarde maintenant ce petit bâtiment qui est construit sans aucun mortier. C'est ça quand même qui est magnifique. C'est ce qu'on appelle chez nous une loge de berger. Une loge? Alors ça servait à quoi? Eh bien, à abriter la bergère souvent, mais juste pour la journée. Et la bergère, elle est là, elle surveille son troupeau qui est devant elle. On est à une époque où le barbelé n'existe pas, donc il faut vraiment surveiller le troupeau. Pas de barbelés, mais aussi un paysage totalement différent. Pas de forêt, c'est ça? Pas de forêt du tout, puisque la forêt n'est venue qu'après, au moment de la désertification des villages ici. Et ça date de quelle époque, ça? Écoute, c'est forcément 19e siècle, ne serait-ce que le mot loge. Hein. Loge qui peut sortir de l'occitan logio, mais c'est pas, ici on ne dit pas cabane. Bon, je vais regarder parce que tu m'as dit que ça valait le coup. Alors attends, j'enlève mon sac. La porte est étroite. Faut pas être grand. Non. Voilà. Ah oui, c'est effectivement. Alors, Mais regarde la cheminée. C'est quoi? C'est une petite cheminée? C'est une petite cheminée c'est où la incroyable. bergère amenait ses châtaignes à griller ou bien son petit ragoût. Hein. Et puis regarde le plafond comme il est fait, il est magnifique. Je regarde effectivement le plafond, on a l'impression que C'est ça tient magnifique. presque par magie, quoi. Ouais, c'est magnifique. Et oui, il n'y a aucun lien. Aucun lien. Alors, comme tu le dis, aucun mortier, assemblage de pierres sèches. Il ça faut savoir le signifie faire. que ça demande un savoir-faire incroyable. Ah, il faut savoir le faire, effectivement. J'admire encore une fois ce travail de maçonnerie. J'en profite pour te poser une question sur les fameux maçons limousins. Depuis quand et pourquoi les hommes de ce pays sont partis ailleurs pour proposer leurs services en termes de maçonnerie et autour des chantiers? On était pauvres ici.
On avait à cœur de faire vivre sa famille. Et alors, ces fameux maçons limousins, ils sont partis quoi, depuis le 16e, 17e siècle, proposer leur service ailleurs? On sait au moins depuis Richelieu, où il y a un texte qui dit pour construire une des digues autour de La Rochelle, d'embaucher des limousins parce qu'ils sont durs à la tâche. Donc c'est dit. Mais on sait aussi que c'est eux qui ont construit le château de Versailles. Hein. Mais ici, beaucoup sont allés du côté d'Épernay, donc construire les caves à champagne et tous les bâtiments d'Épernay de Reims. C'est incroyable parce qu'on est devant un patrimoine qu'on va qualifier quand même de modeste. Oui. Et en fait, on découvre une histoire Oui. phénoménale. C'est du patrimoine, une loge. C'est du patrimoine et ça nous remet tout à fait dans le contexte justement du 19e siècle, franc-maçonnerie, où Martin Nadeau a appris aux maçons qui étaient en migration de venir au cours du soir, toujours s'élever par l'instruction. Ça, c'est très, très important. Promesse tenue, Annie. Quel point de vue. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Là, tu as tout le plateau de Mille Vaches. C'est ce qu'on voit là-bas? Oui, oui. C'est un site que tu aimes bien ici? C'est un site que j'aime bien, oui. Oui, oui, c'est très beau. On voit très loin, c'est apaisant. Qu'est-ce qui te rend, toi, ces monts d'Ambazac si attachants? C'est quoi la personnalité de ce pays? Ben, c'est d'être secret et de ne pas comprendre pourquoi on l'aime. Il y a une question que généralement on ne pose pas à une dame, mais allez, je vais oser mon indiscrétion. Tu as quel âge, Annie? Bon, non, ça se dit plus. Ça se dit plus? Je te trouve incroyablement jeune et donc du coup je me pose la question. Et non, j'arrive près de 80. Non. Eh ben si, l'an prochain. Mais alors ta recette, ton élixir de jeunesse, c'est quoi? C'est ce terrain, c'est marcher, c'est partager, c'est ça? Oui. Eh oui, c'est ça, c'est ça. Bah vraiment, je voulais te remercier, Annie, parce que tu m'as appris des tas de choses et tu m'as fait découvrir un territoire que je ne connaissais absolument pas. Et les monts d'Ambazac, il faut y aller, c'est super intéressant. Ah, c'est super intéressant. Il faut aimer la nature pour elle-même. Pour terminer notre découverte des trésors de la Haute-Vienne, nous partons à Nexon, à une demi-heure de Limoges. Cette petite commune de 2500 habitants est devenue en un peu plus de 30 ans un haut lieu du cirque en France. Situé dans le parc du Château, le pôle national du cirque est l'un des 13 sites labellisés par le ministère de la Culture. Le seul dans une zone rurale. Je suis très impressionné, Martin, par ce chapiteau que nous avons derrière nous, déjà par sa forme qui est inhabituelle pour un chapiteau de cirque. Il est unique en son genre, ouais, on est très content. Et on l'a appelé le vaisseau. Ah. Voilà, c'est un peu une coque de bateau retournée ou le vaisseau spatial. Moi, je préfère le vaisseau spatial d'ailleurs, un petit peu. Vous lui avez donné un nom quand même qui a un sens. Le vaisseau, c'est l'idée qu'on voyage. C'est l'idée du voyage, ouais, exactement. C'est un petit peu, je dirais, à mettre en relation avec ce qu'on vit quand on va voir un spectacle. C'est un espèce de voyage. On sait d'où on part, on ne sait pas où on arrive. C'est ça le voyage. L'important, c'est l'idée qu'on va ailleurs. C'est l'idée d'aller ailleurs. Et c'est l'idée que c'est le voyage qui va être important plus que la destination finale. La structure que tu diriges s'appelle le cirque, avec un S. Et donc j'imagine que ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est volontaire. Alors c'est deux choses à la fois. C'est l'anagramme du mot risque. Ah ouais. Et c'est aussi un petit jeu de mots comme ça, où on a remplacé le C du cirque par le S du cirque. Il y a toujours cette question pour le public, est-ce que c'est du cirque? Est-ce que c'en est? Oui, c'est une question. Est-ce du cirque? Oui, c'en est. Voilà. C'est une jolie formule qui résume bien quand même l'esprit qui règne ici. Parfaitement l'esprit qui règne ici, qui est né il y a longtemps et qu'on développe toujours. Voilà, c'est l'idée des formes novatrices, des nouvelles formes du cirque. L'aventure du cirque à Nexon
est intimement lié à une grande dame, Annie Fratellini. Au milieu des années 80, l'artiste surdouée, créatrice de l'École nationale du cirque, recherche un site pour accueillir des stages d'été. Elle pose ses valises à Nexon. Avec elle, le cirque va faire sa révolution, s'ouvrir à tous et donner naissance à ce qu'on appelle le nouveau cirque. Dans le cirque, on dit qu'il y a un esprit fratrellinien qui existe, et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez fondamental. C'est un esprit un petit peu comme ça, rebelle face à l'institution, un petit peu politisé, ou dans tous les cas qui cherche à se défendre et à se battre pour exister. L'esprit fratellinien est toujours là. Toujours. Justine Bernachon est l'une des artistes en résidence. Elle finalise son prochain spectacle. Comédienne de formation, elle s'est intéressée aux liens entre théâtre et psychothérapie avant de s'initier au trapèze. Justine, je balançais entre deux sentiments. Un peu de frayeur parce que je te voyais suspendue et puis aussi de l'admiration parce que c'est très poétique. En te regardant, je me disais qu'on est là vraiment... c'est un bel exemple de ce qu'est le nouveau cirque, parce que tu revisites complètement les agrès. C'est pas l'image que l'on a, la trapéziste qui se balance, qui se met un moment dans le vide. C'est sûr. Et effectivement, ce que j'aime bien dans le nouveau cirque, c'est la liberté de pouvoir construire des objets. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer en fait l'espace et la verticalité. Et puis, en fait, moi, je suis très sensible aux arts visuels et aux arts plastiques, donc j'adore les objets. Du coup, c'est pour ça que j'ai construit cet agrès. C'est quand même un art populaire qu'on peut jouer partout. Moi, je travaille avec une compagnie qui est en chapiteau et on bouge partout. Et j'aime bien cette idée qu'on peut aller dans un endroit où normalement il n'y a pas de spectacle. J'aime bien la possibilité de pouvoir jouer dans la rue. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on est un peu entre le technicien et l'artiste parce qu'on aime bien mettre la main à la pâte. On aime bien faire des trucs manuels aussi. Et on est intéressé par les objets techniques. Enfin, moi, en tout cas, je suis comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le cirque qui sont comme ça. Merci beaucoup, Justine. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. Et ce sont des très belles images que j'ai reçues, des belles émotions. Bravo à toi. Super, merci beaucoup. Martin Palis n'est pas seulement le directeur du cirque depuis 2014. C'est avant tout un artiste. Sa rencontre avec le jonglage, à l'âge de 17 ans, a totalement changé sa vie. Martin est en effet atteint d'une maladie incurable, la mucoviscidose. Une histoire qui sert de trame à son dernier spectacle, Time to Tell. Dans ton spectacle, tu racontes, Martin, que dans ta jeunesse, un médecin te dit « Le cirque, les efforts physiques, ce n'est pas pour toi ». Ça m'a donné une niaque, une volonté de toujours faire mentir ces gens-là. Je me suis toujours attaché à cette chose-là. Je me suis toujours dit, ce qui te renvoie à ton incapacité, fais-les mentir. Le fait de continuer et de développer cet art du jonglage, est-ce qu'on peut dire que pour toi, ça a été un moteur, une aide précieuse ? Ça reste vital régulièrement. J'ai vraiment besoin de passer du temps à jongler. C'est quelque chose qui arrive à m'extraire, à faire le point sur où j'en suis avec mon corps, avec l'avancée évidemment de ce corps avec une maladie qu'il porte. Voilà, c'est quelque chose qui, je pense, me suivra, m'aidera, me portera jusqu'à la fin. Ouais. Le risque, l'éventualité que la balle tombe, c'est quand même aussi une allégorie de la vie. Complètement. Ah ouais. Moi, je ne crée aucun spectacle en me disant le jonglage ne peut pas chuter. Et à la fois, je travaille sur un principe d'endurance, c'est-à-dire que je cherche à ce que ça chute le plus tardivement possible et je cherche à ce que ça ne chute pas. Mais je sais dans mon écriture que ça finira par arriver parce que je pousse toujours la limite sur scène pour que ça arrive. Et ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse aussi dramaturgiquement et dramatiquement, c'est ce qui va se passer au moment où la balle chute. Le cirque, par rapport aux autres arts vivants, qu'est-ce qu'il a de particulier selon toi ? Il n'est pas noble. Le cirque, c'est un art très populaire. C'est un art des gens qui sont dans la rue. C'est un art forain, on dit pour certains. Alors que le théâtre et la danse et la musique classique sont des arts qui ont grandi dans la cour du roi.
notamment dans notre pays français, qui a quand même une histoire des rois assez forte, encore très prégnante par moments. Et le cirque, c'est vraiment un art des gens à la marge. Et c'est peut-être pour ça aussi, cette question de la marge, moi, que j'ai vécu en tant qu'enfant, quand j'avais une maladie, où j'étais toujours à la marge, je ne pouvais pas faire ci, pas faire ça. Je me suis peut-être... dans tous les cas, le cirque m'a récupéré à cet endroit-là. Et j'aime cette question de la marge, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment aussi un combat politique et sociétal, de savoir qu'on travaille à la marge, et on travaille aussi pour les gens à la marge à un moment.